Lorsqu'on recherche dans un code les points un petit peu en délicatesse, ou alors lorsqu'on écrit du code, on fait attention à ces formes de syntaxe. Il y a donc plusieurs gourous qui ont fait une liste de formes de code qui ne correspondent pas à des bonnes pratiques. Ils ont appelé ça des code smells, autrement dit le code qui pue. Donc effectivement, quand vous êtes devant des code smells, alors ça c'est assez pratique parce que ces code smells sont relativement bien documentés, eh bien il convient de changer le code. Et ces code smells vont bien entendu être immédiatement repérés par les outils d'analyse statique du code. Donc d'abord, nous allons définir ce que sont les code smells. C'est un vocabulaire couramment utilisé qui est mis en place par quelques gourous il y a quelques années et qui ont beaucoup publié sur ces formes de code qui leur posaient des problèmes de façon récurrente. Ensuite, nous allons donner évidemment quelques exemples de code smells. Vous avez des gourous comme Ken Beck qui ont fait des catalogues de références de code smells. Ils leur ont donné des noms. Alors, après, vous utilisez ces noms ou pas, peu importe. Et enfin, donc, quel est l'impact sur le projet de la présence de ces code smells dans votre application? Définition des code smells. Qu'est-ce que c'est que les code smells? Typiquement, ce sont des indices. Vous allez vous en servir comme des indices de problèmes de conception. Typiquement, les code smells sont des caractéristiques du code source qui suggèrent un problème plus profond. Ce ne sont pas des bugs qui empêchent le programme de fonctionner, mais plutôt des indicateurs qui pourraient nous indiquer que le code est mal structuré, difficile à comprendre, difficile à maintenir. Alors, ce sont des indices de problèmes de conception tout d'abord. Les code smells sont des symptômes de problèmes de conception parce que ils indiquent que les principes de conception comme responsabilité unique, l'OCP, le LSP, eh bien, ne sont sans doute pas respectés. Et donc, le développeur, à la place de mettre en œuvre les bonnes pratiques, a utilisé des syntaxes qui sont problématiques. Et donc, de ce point de vue-là, ces syntaxes donc sont des indices. Les code smells ne sont pas des bugs immédiats. Votre application peut très bien, tout à fait correctement tourner. Mais donc, en fait, a priori, ce qui va se passer, c'est que les code smells vont plutôt augmenter le risque de bugs futurs et en rendant, en fait, le code plus compliqué à débugger, à comprendre et à faire évoluer. Et les code smells sont aussi des signaux de ce qu'on appellera la dette technique, puisqu'en fait, ces signaux sont des indicateurs, finalement, d'une mauvaise conception. Eh bien, ces signaux-là, si on les ignore, en fait, tout simplement, on va accumuler la dette technique. Un code smells peut être conjugué à un autre code smells, et évidemment, vous pouvez donc comme cela vous retrouver avec un plat de nouilles assez formidable. Les exemples fréquents, ceux qui ne connaîtraient pas les code smells, les exemples fréquents, les voici. Vous avez, alors peut-être que j'aurais pu rajouter un degré de fréquence, les méthodes trop longues. Les méthodes trop longues sont des méthodes à problème, mais c'est très très classique en fait à rencontrer. Après, qu'est-ce que ça va être pour vous trop longue? Je fais mon sondage régulièrement auprès des développeurs. Nous avons des gens qui trouvent normal d'avoir des fonctions, des méthodes qui vont faire 300 lignes. À côté de ça, vous avez malheureusement du code legacy dans lequel les fonctions peuvent faire 5000 lignes. Et puis, bien entendu, le gourou va plutôt essayer de viser à moins de 20 lignes. Les méthodes trop longues, ce sont des méthodes qui vont être difficiles à comprendre, difficiles à tester, dangereuses à modifier. Et donc typiquement, ça vient d'où ces méthodes très longues, trop longues? Typiquement un manque d'abstraction, une complexité excessive, pas de refactoring. Donc là, typiquement, bien sûr, il y a des solutions puisqu'on va pouvoir extraire des méthodes. On pourrait remplacer une méthode par un objet méthode, par exemple. On peut avoir donc aussi des classes trop grosses. Donc ça, c'est donc une classe qui a beaucoup de responsabilités. Donc là, le principe SRP n'est pas respecté, bien sûr. Alors la cause possible, c'est une accumulation de responsabilités au fil du temps. Faut pas négliger ce fil au fil du temps, bien sûr, hein, c'est historique. Et puis on n'a pas fait l'effort de séparer les préoccupations. Alors les solutions possibles, bien sûr, il y en a. Bon, extraire une classe, extraire une super classe, extraire une interface. Donc autant de possibilités pour rendre votre classe plus single responsibility principle.
Duplication de code, donc bien entendu, ça c'est très très courant. Ces duplications de code, donc soit c'est du copier-coller, soit c'est un manque d'abstraction, c'est-à-dire qu'on est arrivé au même code sans trop réfléchir en fait. Bien sûr, là encore, des solutions possibles, hein, extraction de méthode, extraction de classe, etc. Les très longues listes de paramètres, une méthode avec 20-25 paramètres, forcément c'est très compliqué. Vraisemblablement, la méthode fait beaucoup trop de choses aussi. Vous avez ensuite Feature Envy. Donc ça, c'est les méthodes qui accèdent à plus d'une donnée d'une autre classe. Donc vous avez une méthode dans une classe A qui passe son temps à traiter les données de la classe B. Donc là, typiquement, pareil, il va falloir sans doute déplacer la méthode puisque elle a apparemment rien à faire dans la classe A. Le data clump, ce sont des groupes de données qui apparaissent à plusieurs endroits dans le code. Donc typiquement, ce que l'on fait, c'est qu'on positionne des valeurs avant d'appeler une fonction, par exemple. Là, typiquement, ce qu'il faudrait faire sans doute, c'est introduire un objet paramètre. C'est possible. Vous avez aussi donc les primitive obsession. Donc ça, c'est l'obsession des primitives. Des gens qui vont faire du Java, mais qui ne vont manipuler que des int et de double. Sans doute un passif séquentiel procédural. Les switches et autres logiques conditionnelles complexes sur 4 pages, par exemple. Donc évidemment, là, c'est le polymorphisme qui va vous aider, que ce soit du polymorphisme simple ou alors des patterns, state, stratégie, commande, etc. Et les commentaires excessifs et totalement inutiles peuvent effectivement faire partie des mauvaises odeurs du code. Oui, tout à fait, trop de commentaires va tuer le code, à savoir que ce commentaire va polluer le code que vous avez sous les yeux. Petite remarque sur le commentaire, nous avons des collègues qui n'hésitent pas à venir copier-coller des pages entières et malheureusement, ils changent le code mais pas le commentaire. Donc résultat, vous vous retrouvez avec des commentaires qui n'ont plus rien à voir avec ce que fait l'application. L'impact sur le projet me semble assez évidemment négatif. Tout d'abord, vous allez avoir une diminution de la lisibilité. Un code qui devient plus difficile à comprendre, forcément, ça va rendre la maintenance, le débugage plus difficile. Si ce code est difficile à comprendre, seuls ceux qui sont là depuis très longtemps ou qui sont à l'origine de ce code vont s'en sortir, mais avec difficulté. Difficulté d'évolution, bien sûr, puisque par exemple, si vous avez un switch case sur 4 pages, comment garantir que la modification du 42e case n'a pas impacté le 41e ni le 43e? Moi, j'y crois pas. Et bien sûr, augmentation du risque de bug, puisque bien entendu, introduire des erreurs et avoir des difficultés à corriger est magnifié par la complexité et la duplication du code. En particulier, la duplication du code, vous savez bien que si vous avez 2-3 fois le même code dans votre application, eh bien, lorsqu'il faut faire la modification d'un côté, il faut la refaire de l'autre. En démonstration, donc, je vais proposer un code qui est bourré de code smells, tout à fait, dans une application qui se voulait être un site marchand. Donc ici, j'ai un Smiley Commerce App que vous retrouverez donc. Donc vous avez des choses assez formidables comme ces mots de passe hard-codés. À l'intérieur de votre code, vous avez des secrets, trop fort. Vous avez donc tout ce qui est global state, magic number. Donc ça, c'est un vrai problème. Ce 0,20 qui traîne ici au niveau de la taxe, par exemple, assez magique, bien entendu, et problématique. Alors, vous allez me dire, oui, bon, je comprends bien que la taxe à 0,20, c'est quelque chose qui a une valeur aujourd'hui. Personnellement, j'ai des nombres magiques dans certains codes que je dois maintenir, et franchement, je ne sais pas d'où ils viennent. Je n'en connais pas l'origine, mais je peux vous assurer qu'il y a des effets. Après, ici, donc, on va retrouver un certain nombre de choses embêtantes. Bon, l'utilisation des égal à la place du equals. Vous avez ici une code smells, donc la logique conditionnelle un peu longue. Alors, encore que je pense que je suis très raisonnable avec mon exemple de code, on trouve des choses beaucoup plus importantes. Les duplications et les données en dur, donc là, des choses vraiment très, très problématiques qu'il va falloir modifier à la main à chaque fois que vous aurez une modification. Après, le stockage du mot de passe donc reste quand même un gros problème. Vous avez des attributs qui sont publics parce que c'est vrai que c'est plus pratique à utiliser, mais bien entendu, je peux lire mais aussi écrire, donc un code évidemment dangereux, éminemment dangereux, évidemment dangereux. Vous retrouvez donc des choses qui ne valident pas en fait la présence d'un nul dans les références. Vous avez aussi ici des valeurs
de la logique qui est pas bien placée. Et puis, vous avez vraiment le code Smells, méthode trop longue, complexité ici, qui fait donc beaucoup de choses et qui est très longue. Et donc, il y a grande chance que, en modifiant une partie, par exemple la recherche de l'item, vous puissiez venir modifier les checks qui sont faits juste en amont.